La ville de Saint-Paul-et-Dax avec Kevin Lossu vous présente les rendez-vous du patrimoine. Une archive, un bâtiment, un fait remarquable de la commune. On vous dit tout, on vous raconte tout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous du patrimoine Saint-Paulois. Alors aujourd'hui, toujours avec Kevin Lossu. Bonjour Kevin. Bonjour. Nous allons organiser une balade urbaine, non loin de la mairie, juste derrière l'école maternelle Henri Lavielle. Vous allez nous emmener à travers le lotissement Puyot-Gélibert et son histoire que vous allez déjà pouvoir commencer à nous replacer dans le contexte. Tout à fait. Alors déjà pour comprendre ce lotissement et pourquoi on va s'intéresser à ce lotissement en particulier, il faut revenir au début du XXe siècle. À Saint-Paul-et-Dax, le bourg commence à s'urbaniser et c'est véritablement après la Première Guerre mondiale que des opérations immobilières vont voir le jour, des opérations d'envergure. C'est un phénomène nouveau qui va complètement modifier le visage de la commune. Et donc la question des lotissements va commencer à se poser et leur encadrement à partir des années 20. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est un lotissement ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est rentré plutôt dans la pratique, en fait. C'est un outil d'aménagement qui est assez particulier, mais qui est quand même bien utilisé. À l'époque, vous le dites très bien, c'est une nouveauté. Tout à fait. Alors déjà, les lotissements, c'est surtout des privés qui en réalisent. Et on parle ici de division de terrain en propriété juridiquement. Donc ça veut dire qu'on va avoir une grande parcelle qu'on va subdiviser de façon à pouvoir aménager plusieurs lots sur lesquels on va pouvoir construire des maisons ou des immeubles. Alors en quoi ce lotissement Puyot-Gélibert marque un tournant pour Saint-Paul ? Bien, c'est la première fois qu'une opération de construction va être organisée, une opération d'envergure encore une fois. On ne va pas avoir seulement 2-3 maisons, on va en avoir ici au moins plus d'une cinquantaine. Et c'est l'idée ici d'avoir finalement une gestion, une visée d'urbanisme qui va prendre en compte l'architecture, mais qui va prendre en compte aussi l'aménagement des abords des maisons que l'on va construire, y compris les voiries. Alors justement, en parlant d'aménagement, où se situe ce lotissement exactement ? Alors il est entre la rue Jean Audos et l'avenue de la Résistance. C'est une parcelle qui est très particulière parce qu'elle est à l'arrière des voiries, à l'arrière des maisons qui sont sur le bord de la route. Donc elle a une sorte de forme en L, un petit peu chahutée. Et pourquoi le choix de cet emplacement en fait, qu'est-ce qui a déterminé en fait, cette opération d'aménagement ? Alors en fait, il s'agit d'un héritage qui appartenait à une certaine Madame Laffitte, qui était née Laffitte de par son père Léon, qui était un industriel au sablard assez important, qui avait une distillerie notamment. Et elle avait épousé un personnage assez important à Dax, qui était maître Ferdinand Puyot, qui notamment ici va être connu pour être le président de la société de tir. Ces terres qu'elle a héritées sont assez considérables et elle va décider donc de les aménager et d'y faire construire des maisons. Ce sont des terres agricoles, c'est ça ? Essentiellement, voilà, des terres en nature labourable, on dit dans les textes. Et qui dépendaient d'une métairie. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? Bien, il s'agit de deux fermes en fait, la ferme de Gélibert et la ferme du Treuil. Alors pour le Treuil, c'est une maison qui existe toujours, qui est rue Loustalot. C'est une maison en pierre assez ancienne, qu'on voit déjà dès le XVIIIe siècle. Et la ferme de Gélibert, c'est celle qui va aussi donner son nom au lotissement. Elle est très particulière puisqu'il s'agit en fait d'un ensemble qui est très 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 ancien. On a la chance d'en avoir une carte postale puisque cette maison a été détruite. Il est probable qu'elle soit du XVIe siècle. C'est une maison historique où on dit que Napoléon Ier s'y est arrêté lorsqu'il a fait ses déplacements vers Bayonne. C'est une maison donc, qui se situait à l'époque à l'emplacement de l'actuel fronton qui donne sur l'avenue de la Résistance. Donc ces terres labourables dépendaient de ces deux métairies, donc étaient exploitées. Donc en 1929, elle décide d'aller urbaniser ces terres. Alors qui est le promoteur en fait et comment ça se passe ? Bien, le promoteur, c'est elle. D'accord. Alors, par l'intermédiaire de son mari, puisque c'est assez curieux, on retrouve dans les archives le règlement écrit à la main par maître Ferdinand Puyot. Et on nous donne comme ça des indications sur les caractéristiques de ce lotissement, comment les parcelles doivent être aménagées. On essaie en tout cas de découper des parcelles qui soient égales et autant que faire se peut, on contraint les propriétaires à respecter certaines règles d'urbanisme. Ça, c'est une nouveauté, notamment le recul de la maison, l'aménagement de clôtures pour empêcher les nuisances entre les voisins.
empêcher également l'activité industrielle pour qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur, pour qu'il n'y ait pas de déchets qui soient produits. C'est un lotissement qui est pensé avec une notion hygiéniste. Et ça, c'est tout à fait dans l'air du temps. Alors, combien de parcelles compte ce lotissement ? Alors, on en a plus d'une trentaine, on en a 35 exactement, qui sont répartis sur un premier lopin de terre qui donne à l'arrière, on fait du fronton de l'avenue de la Résistance, et on a toute une seconde partie du lotissement, également avec une trentaine de parcelles qui touchent la rue Jean-Audos. Et ces deux éléments cohabitent de par un maillage de rues qui essaie d'être régulier parce que la forme de cette parcelle, encore une fois, est très complexe. Donc les aménageurs, qui sont en fait des géomètres, vont s'affairer à essayer de trouver une rationalité pour joindre les maisons et le tissu de l'habitat entre eux. Alors, puisque vous évoquez les rues, ces rues, elles ont une particularité, elles ont toutes des noms en fait qui ont une signification. Vous allez me dire comme toutes les noms des rues, mais là particulièrement attachées à l'histoire en fait de ce lotissement. C'est très amusant et c'est d'ailleurs une curiosité dans l'agglomération. On a des rues qui ici portent des prénoms et non pas des noms. On a la rue Marie, on va avoir la rue Marcel, la rue Ferdinand, Madeleine, Suzanne. Eh bien, en fait, ces prénoms sont ni plus ni moins que les prénoms des enfants et des parents de la famille Puyot. Marie et Ferdinand, c'est les commanditaires, c'est les promoteurs. Et leurs enfants, c'est Marcel, c'est Madeleine et c'est donc Suzanne. Effectivement, c'est intéressant parce que moi-même, je me posais la question en prenant ces rues quasiment tous les jours de savoir cette signification. Alors, il y a la particularité des rues, mais puisqu'on a la chance de parler de l'aménagement de ce quartier, on peut aussi peut-être parler de la particularité des maisons en fait et des villas qui sont à l'intérieur. Tout à fait. Si je prends d'ailleurs le soin de parler de ce quartier, c'est parce que vraiment, au regard de tous les autres lotissements de Saint-Paul, il apparaît vraiment comme une unité qui est totalement homogène et qui nous plonge dans les années 30, puisque la plupart des maisons vont être simultanément loties. Donc on a vraiment une cohérence esthétique architecturale, et dans ce lotissement particulièrement, on va trouver une densité assez remarquable et assez exceptionnelle de villas néo-basques et de villas basco-hollandaises. Pouvez-vous nous rappeler un peu ce que c'est que le style néo-basque et basque-hollandais ? Alors c'est une mode qui apparaît véritablement à partir des années 20 et qui va voir ressusciter les formes ancestrales de construction du Pays basque, du labour et également des fermes landaises. Et ça, c'est une nouveauté parce que jusqu'alors, on construisait des villas qui s'inspiraient des maisons de bord de mer. Là, on a vraiment une nouveauté avec des maisons qui vont avoir des faux pans de bois, qui vont avoir des briques disposées à fougères et tout un ensemble aussi d'éléments ornementaux qui vont s'inscrire dans l'art déco. C'est d'ailleurs un des rares quartiers de Saint-Paul, dans lequel on va trouver de l'art déco. Je dis Dax parce qu'on a exactement les mêmes références à Dax, puisqu'il s'agit des mêmes architectes. D'accord, donc ils sont allés construire également à Dax. Alors, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ce sont des architectes de Dax. Je pense à Prunetti, à Broca, je pense également à Proer, qui est un élève d'Albert Pomade, qui va beaucoup travailler dans ce quartier. D'ailleurs, c'est un des rares ensembles où on peut trouver certaines de ces réalisations, qui sont pour certaines très fantaisistes. On a du néo-basque, mais un néo-basque très sophistiqué pour certaines maisons, avec une alliance d'art déco, c'est-à-dire cette pensée esthétique moderne qui est sobre et avec beaucoup de fer forgé également, de grande qualité. Donc des petites maisons, on n'est pas au Segor, bien qu'on ait un petit peu l'esprit d'un Segor, mais on a là des maisons qui ont vraiment une unité remarquable. Et alors aujourd'hui, dans quel état se trouve ce lotissement, pour conclure ? Bien, relativement bon, puisqu'on a quand même pas mal de maisons qui ont conservé leur identité d'origine. Certaines ont été repeintes parfois de manière fantaisiste, mais dans tous les cas, la structure des bâtiments est encore là, et ce quartier vraiment est homogène, encore une fois. Donc c'est une identité pour la ville qui pourrait même presque être visitée à part entière, parce que c'est une curiosité qui nous transporte ici sur la Côte d'Argent dans les années 30. Eh bien écoutez, merci Kevin, grâce à vous, effectivement, on en sait plus et on a surtout envie d'aller se promener dans ce lotissement Puyot-Gélibert, le premier lotissement de Saint-Paul-les-Dax. On vous remercie de nous avoir écoutés, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à nous laisser vos commentaires et on se retrouve très vite pour un prochain numéro. À bientôt.